Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau webinaire. Je m'appelle Camille et je travaille au sein de l'équipe marketing ici chez House. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du développement durable dans son importance pour votre activité et dans vos projets. Je suis accompagnée aujourd'hui de Claire, rédactrice en chef du magazine House France, qui a participé à un projet dans le cadre duquel les rédacteurs en chef des magazines House dans le monde ont échangé avec des professionnels pour connaître leurs bonnes pratiques en matière d'éco-responsabilité. Nous verrons donc ensemble les défis qu'ils ont rencontrés et les enseignements qu'ils en ont tirés. Alors bonjour à toi Claire. Bonjour Camille. Alors voici les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une entreprise ou une activité durable? Comment intégrer la question du développement durable à tous vos projets? Comment agir pour l'environnement dans votre sourcing produit et quels sont les défis que cela pose? Commençons donc par voir qu'est-ce qu'une entreprise dite durable. Alors Claire, quels sont vos retours de professionnels que toi et les rédactions de House, encore une fois à l'international, ont interviewés à ce sujet? Alors aujourd'hui, les professionnels, mais aussi leurs clients, ont une meilleure conscience des enjeux liés au développement durable. Et certains de ceux des professionnels avec qui nous avons parlé, nous ont notamment parlé de leur approche qui vise spécifiquement à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, mais aussi à replanter les forêts et à éviter les déchets à base de pétrole. Et à l'occasion d'un article pour lequel toutes les rédactions de House à l'international ont collaboré pour avoir des retours des professionnels du monde entier sur la question, l'architecte britannique Yoko Clodden nous a partagé sa vision des choses et elle est assez représentative, assez intéressante aussi et représentative de la réalité. Donc, il nous dit que pour être durable, une activité doit avant tout être rentable parce que les constructeurs qui tirent les prix vers le bas et s'en remettent à des solutions moins chères et qui n'ont rien d'éco-responsable ne jouent naturellement pas en la faveur du développement durable et de l'environnement. Aussi, l'architecte espagnol Eva Chacón de l'agence Bonsaï Arquitectos en Espagne nous a ajouté à cette occasion qu'il est important que nous soyons tous conscients du besoin d'agir autrement et que chacun y contribue à son niveau avec de meilleures habitudes. Tout à fait. D'ailleurs, au Japon, l'architecte Daisuke Sanada nous a aussi dit qu'il faut avoir le plus possible recours aux énergies vertes pour dépendre le moins possible des énergies fossiles. Les matériaux que nous utilisons devraient eux aussi, et dès que possible, être d'origine naturelle. Alors, comment les professionnels que vous avez interviewés voient-ils le développement durable au sein de leur propre entreprise? Oui, alors sur ce plan-là, on observe deux axes. Donc, il y a un désir évidemment d'éco-responsabilité dans les projets, donc dans les choix que font les clients et la manière dont ils accompagnent les clients, mais aussi au sein même de leur activité et de leur bureau. L'important ici aussi, c'est de montrer l'exemple avant d'influer le choix des clients et pour influer aussi le choix des clients. Donc, l'architecte australien Mark Bernstein nous a expliqué par exemple qu'il tient en effet à montrer ce bon exemple pour inciter ses clients à adopter les bons réflexes. Donc, parce que pour lui, on ne peut pas en fait demander d'agir si on ne le fait pas soi-même. Et donc, son idée est de construire une maison passive qui produit donc davantage d'énergie qu'elle n'en consomme et qui va devenir ensuite une maison témoin, un espace où se tiendront des ateliers de sensibilisation à l'architecture éco-responsable. Aussi, dans une démarche similaire qu'on a pu constater en Allemagne, où l'ingénieur en bâtiment Dag Staffatzit a quant à lui fait entrer le développement durable dans ses bureaux. Donc, ces bureaux sont logés au sein d'un immeuble de 1911 et il les a restaurés avec des matériaux naturels, donc des matériaux naturels comme la paille, du plâtre à base d'argile et de calcaire, des panneaux de liège, de la peinture à la chaux, de l'isolation au chanvre, du bois de kéboni et du chêne de la région. Et là, c'est encore un autre moyen de montrer le bon exemple, c'est-à-dire d'utiliser déjà les bons gestes dans ses propres bureaux. Alors voyons à présent comment les professionnels incarnent cette approche durable à travers les projets qu'ils proposent à leurs clients. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler des avantages du développement durable pour les professionnels? Oui, alors toujours d'après les témoignages qu'on a recueillis, on peut identifier 5 avantages. Donc le premier, c'est des économies sur les coûts de construction. Le deuxième, c'est une baisse des dépenses et des charges au bureau. Une troisième, c'est une plus grande confiance de la part des clients. Ensuite, le quatrième, c'est une valeur ajoutée pour les clients. Et le cinquième, c'est un tremplin vers l'innovation.
Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur les actions concrètes menées par les professionnels pour incarner cet esprit éco-responsable dans leur activité? Alors c'est vrai qu'on remarque que les professionnels sont nombreux à avoir conçu leur propre méthodologie. Ils se basent principalement sur les labels et les certifications les plus exigeants dans leur pays, donc qui diffèrent d'un pays à l'autre. Ensuite, on remarque aussi des professionnels qui s'appuient sur l'ingénierie de l'énergie pour créer un environnement thermique libéré d'une dépense aux énergies fossiles. Donc là, par exemple, on peut citer l'architecte française Tina Merkes qui nous a expliqué qu'il faut penser éco-responsabilité dès que possible au niveau des systèmes internes d'un logement. Donc par exemple en recyclant l'eau de pluie pour la buanderie ou encore en installant des pompes à chaleur. Et pour elle, il est primordial de s'entourer de partenaires pour qui l'écologie n'est pas un vain mot et qui ont un réel engagement. Ensuite, un autre exemple de démarche, c'est celle de l'architecte d'intérieur Maïssa El Fakir de l'agence Ouvrage en France toujours. Et donc, elle a adopté une approche différente dans son cabinet, c'est-à-dire qu'elle et ses associés mettent un point d'honneur à utiliser des meubles d'occasion. Donc, c'est là, on est plus dans une démarche de recyclage pour laquelle elle insiste, parce que enfin, selon elle, c'est très important, du recyclage et de la réutilisation pour augmenter le cycle de vie des produits. Alors, ce qui nous amène à la prochaine question, comment agir pour l'environnement dans son sourcing produit? Côté métier comme côté client, le sujet se démocratise et cela doit se traduire dans les projets proposés aux propriétaires. Tout à fait. Et sur ce point, les professionnels ont été nombreux à évoquer leur amour pour le bois et pour les autres matériaux naturels. C'est notamment le cas de l'architecte espagnol Eva Chacón qui nous dit avoir de plus en plus recours aux dits matériaux naturels et qui aussi affirme être devenue fan et experte du bois. D'ailleurs, Eva œuvre au quotidien pour réduire l'impact environnemental à toutes les étapes de ses projets. Et d'ailleurs, à ce titre, il me semble qu'elle vous a livré de précieux conseils. Exactement. Alors, son premier conseil concerne l'ancrage local. Il s'agit là de réduire l'impact du transport, de promouvoir la culture et l'économie locale. Ensuite, vient la fabrication et les matériaux. Donc là, il est toujours préférable d'utiliser évidemment les matériaux qui, comme le bois, n'ont pas d'impact négatif notable sur l'environnement. Ensuite, en matière de construction, elle pense qu'il vaut mieux privilégier les produits qui ont une empreinte environnementale limitée, qui réduisent drastiquement le recours à l'eau ou à l'énergie sur le site de construction et qui n'aggravent pas la pollution de l'air. Et il y a aussi l'usage. Donc là, il s'agit de matériaux qui réclament peu d'entretien, qui ne sont pas toxiques et qui contribuent à créer un environnement de vie le plus sain possible. Et enfin, elle parle de la gestion des déchets, c'est-à-dire qu'il faut, selon elle, utiliser des matériaux dont le cycle de vie est le plus naturel possible et qu'ils doivent surtout pouvoir être recyclés ou réutilisés ou convertis en énergie en fin de vie. Ensuite, sur la question des conseils et des définitions de produits durables, l'architecte australien Mark Bernstein nous a aussi fait part de sa propre définition d'un produit durable. Pour lui, un produit durable, c'est donc un produit qui doit être bon pour l'environnement et pour notre santé. Et il propose toujours à ses clients des solutions à faible émission de gaz à effet de serre, notamment pour tout ce qui est menuiserie et menuiserie immobilier. Il fait aussi la part belle aux plantes qui nettoient l'atmosphère et qui débarrassent du reliquat de CO2, donc ces fameux composés organiques volatiles qui polluent nos intérieurs. Et pour lui, ce sont des façons qui sont souvent peu coûteuses et qui jouent en faveur de l'environnement sans des habitations. Ensuite, l'architecte japonaise Daisuke Sanada souligne aussi l'importance de se tenir au courant des innovations et découvertes en matière de développement durable pour pouvoir les appliquer au plus vite dans ses projets. Merci. Alors, une question que beaucoup se posent et qui intéresse également beaucoup de professionnels, des défis ou difficultés rencontrées que présente une telle approche. Alors, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de difficultés rencontrées qui varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais il y en a 2 qui reviennent principalement. Donc, comme, l'architecte australien nous l'a dit, Mark Bernstein, le premier, ça concerne les travaux. Donc, selon lui, les professionnels du bâtiment, ne sont pas toujours spécialement connus pour leur approche éco-responsable et il trouve que les inciter à changer, en commençant par exemple par trier le déchet pour permettre, le recyclage sur le site, n'est pas facile.
Alors après, heureusement, ce n'est pas vrai dans tous les pays et c'est quelque chose qui tend aussi beaucoup à évoluer aujourd'hui. L'autre difficulté, c'est l'architecte italien Fluvio Caolomele qui nous l'a expliqué. Donc, il nous explique que le challenge est culturel, mais surtout économique. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages à chaque fois qu'on parle du développement durable. Car même si ce n'est pas systématique, les produits durables représentent souvent un coût supplémentaire. Mais encore une fois, c'est une chose, c'est un fait qui varie beaucoup en fonction d'un pays à l'autre. Et de nombreux professionnels français, par exemple, avec lesquels nous avons parlé, reconnaissent qu'un effort est réalisé sur ce plan-là et que beaucoup de produits sains et durables sont plus accessibles qu'avant aujourd'hui. Merci. Alors une autre question assez importante se pose, c'est de quelle manière la crise sanitaire actuelle a-t-elle affecté toutes ces démarches vers plus d'éco-responsabilité? Donc, est-ce que les professionnels vous en ont à parler? Oui, évidemment, la crise a eu un impact notable sur l'éco-responsabilité. Mais c'est quelque chose qui s'observe plus au niveau des clients que des professionnels, parce que la plupart des professionnels avec qui nous avons échangé avaient déjà pris le virage du développement durable il y a de nombreuses années. Et en fait, la pandémie n'a simplement fait que les conforter dans ce choix-là, et elle les a même rapprochés de leur but, notamment sur tout ce qui est consommation locale. Euh, et, euh, et pareil, en France, beaucoup de professionnels s'intéressaient déjà beaucoup à les questions, mais le changement qu'ils remarquent aujourd'hui, c'est ça s'observe dans la demande des clients qui sont plus avertis et qui sont plus désireux d'adopter les bons gestes. Donc généralement, les professionnels constatent que la pandémie a accéléré la prise de conscience environnementale, mais aussi qu'elle nous a forcés à être plus verts qu'avant, en réalisant moins de kilomètres chaque jour sur les routes, en ne chauffant pas, par exemple, les bureaux ou en ne mettant pas de clim non plus dans les bureaux parce que nous travaillons tous chez nous. Et donc tout ça, ça a amené les clients à prendre de plus en plus conscience des enjeux et c'est très encourageant pour le secteur et ça pousse aussi les pros à imaginer une vie et un monde meilleur et plus respectueux de l'environnement. Tout à fait. Et d'ailleurs, le développement durable est en effet intimement lié au fait de prendre soin de la planète, comme tu viens de le dire, et de nos environnements de vie. Donc alors, comment aider les propriétaires à choisir des matériaux durables? Entre revêtements à base de matières naturelles et des matières recyclées, le choix est vraiment vaste. Donc concernant le recyclage, à savoir des matières issues de déchets, il y a une vraie demande auprès des fabricants. Ils doivent se montrer toujours très innovants. Donc les gammes disponibles ne cessent de s'élargir. Donc si on prend par exemple l'exemple des plans de travail en verre recyclé, ils sont à 90% composés de verre broyé fondu dans de la résine. Les fabricants textiles font de même avec des offres plus durables, comme avec des tapis à base de bouteilles en plastique recyclé, pour ne citer que. Oui, et aussi on peut parler de l'utilisation accrue du bois qui est conseillée par beaucoup de professionnels car c'est un matériau naturel et surtout un matériau durable et renouvelable euh, qui a, que beaucoup de professionnels privilégient dans les intérieurs comme dans les extérieurs. Par contre, on doit faire attention à sa provenance, il doit être certifié et aussi pour réduire son empreinte carbone, il est préférable d'avoir recours à des productions locales. Euh, Réutiliser l'existant est un autre axe très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours aux matériaux et produits vendus d'occasion. Les plateformes aujourd'hui sont très nombreuses et surtout de plus en plus nombreuses pour trouver ce genre de produits facilement sans avoir à sortir de chez soi. Et c'est une réponse qui est simple et qui est responsable et donc oui, qu'il faut mettre en avant. Et cela marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au moment de la dépose d'un chantier, il est important plutôt que de jeter directement ce dont on ne veut plus, que ce soit les meubles ou que ce soit les revêtements muraux du sol, c'est important d'essayer de les donner ou de les vendre au moins, enfin, d'en faire quelque chose avant de les mettre à la benne. Ensuite, il y a tous les matériaux d'origine végétale qu'on fait pousser, qui sont aussi du coup aussi une autre ressource renouvelable. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'ils connaissent un grand succès. Et donc, on voit par exemple des fabricants qui utilisent des feuilles ou encore des champignons pour concevoir des gammes durables. Et en fait, ensuite, pour terminer, il y a beaucoup, c'est important de dire aussi qu'il y a beaucoup de solutions qui sont douces et non intrusives. Alors, pour ne donner qu'un exemple, je parlerai ici du liège,
qui se récolte tous les 10 ans sans endommager les arbres. Et le liège, c'est un matériau super parce qu'il a des propriétés antimicrobiennes, hypoallergéniques, il est biodégradable, il est recyclable. Il marche pour faire un revêtement mural, pour faire des meubles, pour faire des sols. Et il a aussi des très bonnes capacités isolantes pour les murs, enfin pour toutes les cloisons, les murs, les sols, que ce soit acoustiquement ou thermiquement. Super, merci beaucoup Claire pour ces précieux conseils. Alors avant de terminer, je tenais à vous préciser qu'une feuille de route est disponible sur la page d'accueil de cette vidéo que vous pouvez télécharger. Elle doit vous permettre de vous poser noir sur blanc vos objectifs en matière de développement durable, de limiter certaines dépenses, de travailler votre image de marque et enfin d'attirer des clients qui partagent vos ambitions. Oui, et pour finir, je pense qu'on peut citer un témoignage que l'on a eu d'un professionnel britannique, Angus Ettel, donc qui nous dit qu'à ses yeux, avoir une approche durable ne se contente pas à proposer 2 ou 3 services ou produits aux allures éco-responsables, mais qu'il s'agit davantage d'une accumulation de petits gestes efficaces qui, mis ensemble, peuvent avoir un impact significatif. Souvent, c'est vrai que le développement durable, ça peut signifier revenir à des choses plus simples. Tout à fait, merci beaucoup. C'est tout pour cette session. Merci à toi Claire et à toutes les rédactions d'ailleurs qui ont participé à ces témoignages. Merci Camille. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les éléments que nous vous avons transmis aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire sur contactfr@house.com et nous vous mettrons en relation avec un des membres de notre équipe. Merci, à bientôt pour un nouveau webinaire.